Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Fahmi Saïd Ibrahim, il est président du PEC. Le PEC, c'est le Parti pour l'Entente comorienne. Vous êtes également ancien ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores. Absolument. Du coup, je crois que sur le plan diplomatique, si on aborde la question de Mayotte, vous ne serez pas très étonné que je vous demande votre point de vue. Je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous jugerez utile. Vous avez manifesté votre soutien au président Ikilelu Idouane par rapport à son mandat, puisque c'est le nouveau président pour les 5 prochaines années. Mais sur la question des Comores, de Mayotte, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Non, du tout. Je pense qu'il a... D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Il a fait une proposition, effectivement, d'une nouvelle piste que nous adhérons. Maintenant, il faut définir les contours et... nous attendons que le président définisse exactement les contours, mais je pense que tous les Comoriens sont favorables à une discussion pour trouver un compromis acceptable avec Paris. Pourquoi ça tarde autant à trouver une position commune entre la France et les Comores, je veux dire, sur cette question de Mayotte? Est-ce que c'est une question taboue? Est-ce que c'est un sujet sur lequel on n'aura jamais un accord entre les deux pays? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Depuis 1975, on aurait quand même pu trouver un début de solution. Oui, alors, les deux partis ont campé sur leur position. La France a campé sur le fait que la population de Mayotte a fait un choix différent de ceux des autres îles. Il faut rappeler qu'il y a eu un référendum. En 1974, effectivement. Ce référendum, pour la France, chaque île était consultée. Et pour le peuple et les autorités comoriennes, c'était une consultation globale. Donc le malentendu a commencé à partir de ce moment et que chacun a donné son interprétation. Si bien que cette position de Paris a toujours été condamnée par la communauté internationale, notamment des résolutions des Nations Unies, qui effectivement a tenu compte sur le fait que les Comores est un pays, une nation. Maintenant, chacun ayant campé dans ses positions, c'était difficile pendant 30 ans de trouver une solution, mais aussi parce que je pense que la volonté réelle n'y était pas de part et d'autre. Et que malheureusement, la France n'a pas su définir une vraie politique comorienne et il n'a certainement pas eu aussi les interlocuteurs qui tendraient à trouver une solution politique. Vous avez fait partie de ces interlocuteurs en tant que ministre des Affaires étrangères. Vous avez eu une partie de la solution au problème. D'abord, moi, j'ai toujours refusé de discuter avec des sous-représentants. J'ai tenté de lancer les ponts à très haut niveau parce que je pense que c'est un problème politique et qu'il faut qu'il soit résolu de manière politique. Et il faut que ce soit les politiques des deux partis qui se mettent sur la table de négociation et non des techniciens ou des intervenants qui représenteraient des officines qu'on connaît à peu près, mais qui, à mes yeux, ne seraient pas légitimes. Moi, ce que j'ai tenté de faire, en tout cas quand j'y étais donc nommé ministre, j'ai essayé de lancer ces passerelles. J'ai pris des contacts de très haut niveau et j'ai tenté d'établir une discussion franche avec Paris. Parce que je suis convaincu qu'il faut qu'on trouve effectivement une solution avec Paris. Cette situation n'est pas bonne ni pour la France à long terme, pour son image dans la région, ni pour les Comores sur le plan économique, social et dans son unité, bien entendu. Et quand vous regardez le niveau de vie entre les Comores et Mayotte, vous n'avez pas l'impression qu'il sera difficile de reconquérir les Mahorais pour les ramener dans l'Union des Comores? D'où l'intérêt, justement, que l'on discute franchement avec Paris, parce que moi, personnellement, je continue à être convaincu que Paris est un partenaire stratégique. Nous sommes tous francophiles, nous aimons la France, nous avons 300 000 Comoriens, pour la plupart d'eux franco-comoriens, qui sont en France. On serait fou si on ne tenait pas compte de ces éléments-là. Donc, bien entendu, chez nous aussi, on doit lutter contre les extrémistes, comme il y en a partout, parce que, avec lucidité, nous sommes convaincus que Paris est notre partenaire historique et stratégique. Maintenant, ce décalage, effectivement, du niveau de vie n'est pas dû à un travail plus soutenu des Mahorais par rapport à ses frères et sœurs des autres îles.
l'explication elle est simple, c'est les investissements directs de la France et de l'Union européenne qui sont au demeurant des investissements artificiels qui enrichissent certes Mayotte au détriment des autres îles et ça crée ce déséquilibre et tous les Comoriens veulent aller dans leur Lampedusa, dans l'océan Indien qui est Mayotte. Et Mayotte, en fait, l'Europe est en train de fabriquer Lampedusa dans l'océan Indien alors que déjà ici, ils n'arrivent pas à faire face avec Lampedusa en Italie. Voilà le vrai problème et je pense qu'il faudrait que dans un cadre global, en tentant de trouver cette solution globale avec Paris aussi, voir comment on peut faire profiter aussi des autres îles, donc les 3 autres îles, donc les Comores, de cette manne d'investissement à Mayotte pour tenter d'équilibrer un peu. Bien sûr, je ne dis pas que nous les Comoriens, on n'a pas notre part de responsabilité. Depuis 36 ans, économiquement, on a failli. Il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on le dise, il faut qu'on l'accepte. Mais quel argument aujourd'hui vous pouvez présenter aux Mahorais pour qu'ils se sentent vos frères, pour qu'ils reviennent dans l'Union des Comores? D'abord, avant de convaincre les Mahorais, on doit le faire, mais on doit convaincre aussi la France et l'Europe que cet enrichissement de Mayotte aujourd'hui n'est pas du fait du travail des Mahorais. Il y a 9 000 $ par tête d'habitant de revenus par an, mais ce n'est pas le travail des Mahorais. Nous, au Comores, nous sommes à 500 $ par tête d'habitant, mais rassurez-vous, ce n'est pas les Mahorais qui travaillent pour atteindre ce niveau de développement. C'est des investissements directs. Est-ce que maintenant la France et l'Europe ont intérêt à continuer à le faire? Je ne suis pas certain. Je pense qu'il faudrait... Bien entendu, il est difficile d'effacer, de revenir. Il faut que, intelligemment, et en tout cas que les partis acceptent, mais il faut faire en sorte aussi que les Comores puissent en bénéficier dans un cadre négocié, acceptable, pour que toutes les parties tirent son épingle du jeu. Et c'est une conviction profonde. Aujourd'hui, la France a fait beaucoup de pas pour l'intégration de Mayotte dans sa législation, dans son administration. Et depuis les lois Balladur, il est devenu très difficile de l'océan Indien, de n'importe quel autre pays de l'océan Indien, d'aller à Mayotte. Pourtant, les gens continuent d'y aller. Alors, la question que je me pose, est-ce que... Y compris les autres Comoriens. Est-ce que sincèrement, c'était la bonne démarche? Est-ce qu'il a fallu enrichir artificiellement Mayotte, une île de l'archipel des Comores, qui est à quelques centaines de kilomètres de Madagascar, où nous savons très bien leur situation économique, où ils sont à quelques centaines ou 60 kilomètres du reste de l'archipel, des Comores, où ils sont à quelques centaines de kilomètres de Mozambique. Est-ce qu'on peut continuer à enrichir une île au milieu d'un environnement extrêmement pauvre? Voilà la question que je pose objectivement aujourd'hui. Je dis non parce qu'on ne pourra jamais empêcher cette immigration à Mayotte. Et je pense qu'il est peut-être temps, il y a eu une erreur, il faut rectifier le tir. Je ne dis pas qu'il faille ne pas tenir compte des Mahorais, mais il faut que d'abord notre partenaire de la France, le litige est d'abord franco-comorien, et il faut qu'ensemble on s'assoie autour d'une table et que l'on trouve les voies et moyens en tout cas de sortie de crise. Et je pense que nous sommes condamnés à le faire. Sinon, ce qui risque de se passer, ça risque de cultiver une animosité des extrémistes et la France risque d'être perdante à long terme. Et nous ne voulons pas que la France soit perdante. Nous pensons que la France a un rôle important à jouer dans cette zone, dans la région, dans notre pays, raison pour laquelle je n'ai pas hésité un seul instant à signer des accords de coopération de défense avec Paris, tout en étant ferme sur la question de Mayotte, parce que je préfère la France à d'autres pays dans la coopération militaire, parce que la France peut nous garantir un minimum de sécurité, notamment avec ce que vous savez, les pirates de Somalie qui descendent de plus en plus au sud. La semaine dernière, il y a eu un convoi. On n'a pas encore clairement défini si c'était des pirates ou des policiers du Kenya tels qu'ils se sont présentés. Il y a une enquête en cours. Mais voyez-vous, je suis lucide, je défends l'unité du pays, mais je ne dis pas qu'il faille d'un moment à l'autre réintégrer Mayotte immédiatement. Il faut qu'on discute, qu'on trouve les voies et moyens. Nous sommes en contexte électoral en France, notamment pour l'élection du président de la République. En juin, ce seront les législatives. Quelle serait votre position si on vous invitait de nouveau à discuter de cette question avec les différents candidats? Quelle serait votre position? Quel serait votre discours à l'endroit des différents candidats à l'Élysée? De ramener à la raison les politiques français, en tout cas les décideurs, de comprendre qu'ils n'ont
aucun intérêt aujourd'hui, sincèrement, à continuer dans cet élan sur la question de Mayotte. Je pense que ceci nous gêne, nous qui sommes de cœur français, qui aimons la France. Cette situation nous perturbe quelque peu et on a besoin qu'il y ait vraiment une vraie solution et elle ne viendra que par le dialogue franc entre Paris et les Comores. Vous parlez de situations gênantes, il y en a une autre qui est tout aussi gênante, c'est celle de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Vous avez cité un peu au débat lors du dernier sommet, il y a une vraie situation de blocage entre les pays de l'Afrique subsaharienne anglophone, avec en tête l'Afrique du Sud et le reste de l'Afrique francophone. Comment vous interprétez ce blocage auquel nous avons assisté? Je pense qu'il y a une offensive de l'Afrique du Sud. Les Comores, bon, nous on est un peu, personnellement, vous savez, pour les Comores, ou à titre personnel, je n'ai pas d'objection à faire sur la manière dont l'Union africaine a été gérée jusqu'à présent. Jean Ping est un grand homme. Un homme de très grande qualité. Qui est beaucoup intervenu, notamment aux Comores. Absolument, absolument. Il a beaucoup fait pour les Comores, mais au-delà des Comores. Donc, sur l'Afrique tout entière, il s'est montré d'une très grande impartialité, d'une grande neutralité. Et en tout cas, il a pas mal réussi. Donc, oui. Je voudrais, puisque la question n'est pas définitivement tranchée, ne pas faire campagne voilà, pour l'un ou pour l'autre. Laissons les représentants légaux des pays participer au débat. Mais très honnêtement, pour ma part, en tant qu'Africain, ancien ministre des Affaires étrangères, je peux dire que j'ai eu une très grande satisfaction de la manière dont Jean Ping a conduit les affaires de l'Union africaine et du Gabon aussi, qui est un pays ami des Comores. Senghor a toujours été aux côtés des Comores, notamment sur la question de Mayotte. Donc, sincèrement, j'espère qu'il y aura une solution en juin prochain et qui sera favorable pour l'Afrique, lequel... j'ai mon opinion, mais c'est peut-être pas le lieu de l'exprimer. Voilà. D'accord. Certains ont parlé d'une relation pas très saine avec la présentation de la candidature de Dlamini Zuma, qui est l'ancienne épouse de Jacob Zuma, devenue ministre des Affaires étrangères, puis de l'Intérieur. Vous l'interprétez également comme une... Je voudrais pas m'immiscer dans la manière dont on a choisi... vous savez, l'Afrique du Sud est un pays ami aussi des Comores, une puissance régionale. Je voudrais pas... rentrer dans ce débat sur les conditions de désignation de cette candidature. Je voudrais plutôt louer de ce qui a été fait par Jean Ping, qui, au demeurant, je pense qu'il serait tout à fait normal qu'il fasse au moins un second mandat, puisque beaucoup de choses... C'est limité à 2 mandats, de toute façon. Voilà, donc je pense qu'il faudrait laisser à Jean Ping, à mon avis, continuer l'œuvre qu'il a engagée, et puis... on verra par la suite. Vous avez évoqué Senghor tout à l'heure, et c'est vrai que la situation du Sénégal ne nous laisse pas indifférents avec cette élection présidentielle dont le premier tour a commencé. On verra bien ce que ça donnera de toute façon. En tout cas, nous espérons que le peuple sénégalais, la sagesse l'emportera. C'est un pays qui a toujours été pour nous, Africains et surtout francophiles, un exemple. Et nous espérons que le Sénégal se relèvera en tout cas aux yeux de la communauté d'Afrique. Et en tout cas, nous sommes extrêmement attentifs à ce beau pays qu'est le Sénégal, qui est un grand ami aussi des Comores. Merci beaucoup, Monsieur Fahmy Saïd Ibrahim. Je rappelle que vous êtes le président du PEC, le Parti pour l'Entente comorienne, et que vous étiez notre invité pour cette édition de l'Entretien du jour. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.